Et on est resté en quarantaine. Et un beau matin, persuadés, on nous a ramassés, réveillés à 5 heures du matin, on nous a réveillés, on nous a fait sortir, et on était persuadés, c'est fini, on va tous aller à la chambre à gaz. Eh non, c'est la grande surprise. On nous emmène, on nous met dans un train, direction ghetto de Varsovie. Pourquoi ghetto de Varsovie? Vous savez que le ghetto de Varsovie a été détruit, bombardé en mai-juin 1943, il ne restait plus rien du ghetto. Et ils avaient pris des commandos d'Auschwitz, ils avaient pris 3500 déportés pour aller nettoyer ce ghetto. Quand je dis nettoyer, faire de la récupération. Parce que aussi, la matière première, vous savez que la plupart des maisons, toutes les maisons polonaises sont faites de briques. Alors il fallait tailler la brique, il fallait récupérer toutes ces briques, il fallait récupérer le plomb, il fallait récupérer le cuivre, il fallait le bois, tout était récupérable. C'était quelque chose d'indispensable pour l'Allemagne, c'était une matière première. Et nous étions le premier transport arrivé. Ils avaient construit à l'intérieur du ghetto, ils avaient construit un camp. Et c'est dans ce camp-là où tous les matins, nous étions, tous les jours, on sortait le matin pour travailler à l'extérieur et on rentrait le soir. Et comme ça pendant, aussi jusqu'en juillet 1944, où on est parti du ghetto quand les Russes sont arrivés, approchaient la Vistule, voilà. Alors, quand vous travailliez dans le ghetto, vous étiez nourri comment? Vous étiez... Quand on était nourri, il y avait des cuisines où on mettait dans des grandes marmites et on faisait la queue, on n'avait qu'à tendre notre gamelle, et on nous versait une louche. Alors, si on avait la chance de bien connaître le chef de bloc qui était bien avec nous, il mettait la cuillère au fond et on avait le légume. Si on n'était pas un copain, il prenait le potage au-dessus. Alors, vous voyez, il y avait même une différence dans la distribution de la nourriture. Et c'était qu'un potage à midi, puis c'était qu'un morceau de pain le soir, et puis le matin, c'était un extrait de café, voilà. Et vous faisiez quoi matériellement? Alors, le camp qui était construit, tous les matins sortaient du camp les commandos pour aller dans le ghetto, pour récupérer tout ce matériel. Nous étions dirigés par des Polonais qui venaient de l'extérieur, des entrepreneurs, pour diriger, mais entourés des SS mitraillettes à la main. Et on travaillait, on rentrait le soir. Et comme ça, pratiquement jusqu'au moment où Et vous ramassiez des briques, vous faisiez quoi? Alors, j'ai eu plusieurs... Disons que mon destin s'est joué un peu à ce moment-là. J'ai travaillé dans ce travail à faire de la récupération, mais à un moment donné, j'avais comme ma meilleure relation. Vous savez que dans les camps, il y avait quand même le respect du numéro. Celui qui avait le numéro 27 000, qui était le premier transport de France, je citerai simplement un nom, un ami qui s'appelle Maurice Serrouillat, qui était parmi les premiers transports de France, avait sympathisé avec moi, il m'a dit, écoute, tu vas venir travailler avec moi. Mais travailler quoi? J'ai travaillé dans ce qu'on appelle le Todt Commando. Le commando des morts, pour brûler les morts. Parce que vous savez que dans le ghetto, il n'y avait pas de crématoire. Qu'est-ce qu'il fallait faire des cadavres? Il fallait qu'ils disparaissent, il ne fallait pas qu'ils restent ici. Alors, on a pris, tous les matins, dans un grand chariot, vous avez dû voir dans les images ces chariots, on mettait tout ce qui était mort dans la nuit, parce que les gens étaient morts de maladies, de typhus, de diarrhée, de fièvre, ils étaient morts. Et tous les matins, le chef du bloc prenait tous ces morts et les mettait dans une baraque. Et nous récupérions dans la baraque tous ces morts qu'on mettait dans une... Et on sortait du camp pour les brûler à l'extérieur. Alors, pour les brûler à l'extérieur, comment? On prenait du bois, on mettait une couche de bois par terre, on mettait une couche de cadavres, on remettait encore une petite couche de bois, encore une couche de cadavres, comme ça, assez montée. Ensuite, on jetait et on versait de l'essence. On avait de l'essence, on versait de l'essence autour, et on y mettait le feu. Et on laissait brûler, et c'est comme ça qu'on brûlait les cadavres. Oui, mais ça n'a pas duré. Parce que les Allemands se sont rendus compte que ça coûtait très cher. L'essence, le bois, toute la paille, tout ça, ça coûtait trop cher. Et à la fin, ils ont décidé qu'on les enterrerait et on les met. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après, on a eu beaucoup de preuves qu'on a retrouvé ces cadavres, ces fossés. Et j'ai fait partie de ce commando. Et puis une fois, je suis tombé malade, j'ai eu le typhus. D'ailleurs, vous voyez sur le programme, j'ai eu le typhus. J'avais 41, 42 de fièvre. Je suis rentré dans ce qu'on appelle la baraque hôpital, dans ce ghetto. Une baraque hôpital, je suis rentré là-dedans. Et puis je suis resté 3 jours de fièvre.
intense. Et puis quand ça a été un peu mieux, j'ai commencé à marcher dans ce couloir, et mon destin a pris le bon chemin. C'est trouvé le chef du bloc. Vous savez que le chef du bloc là-bas, on avait aussi dans les camps, pas uniquement des juifs, mais il y avait ce qu'on appelle les homosexuels, qui avaient le triangle rose. Et ce monsieur qui était le responsable de cette baraque de malades, me voit dans le couloir, il dit, viens ici toi. Alors je vais à lui, il me dit, voilà, j'ai ma chambre, tu vas me la nettoyer. Alors, je vais dans sa chambre, puisque je marchais dans ce couloir, je faisais les quelques pas, je vais dans cette petite, qui faisait, je crois, de 3 mètres sur 2 mètres 50 ou 3 mètres, et je rentre là-dedans, et puis, c'est pas que je veuille me vanter ou quoi, je vous ai dit, je suis quand même l'aîné d'une famille de 16 frères et sœurs. Je sais laver, je sais repasser, je sais faire un lit, je sais frotter le parquet, je sais laver ma vaisselle. Alors, de ce fait, je suis rentré là-dedans, et j'ai commencé à frotter le parquet. Je lui ai fait un lit au carré, impeccable. Je lui ai fait ça. Enfin, pendant 2 heures, il n'était pas rentré dans sa chambre. Et moi, au bout de 2 heures, j'avais pratiquement terminé, mis au propre le tout. Et il est rentré. Et il est surpris de voir cette propreté. Et il me dit en allemand, Ziad Gemardas, c'est toi qui as fait ça? Alors, je savais plus, vous savez, c'était, fallait dire oui ou non. Je fais, oui, comme ça. Et il me dit, ben, Zimi bleib dir, maintenant tu vas rester ici. Et ça a été la chance, ma grande chance. C'était depuis février 43 jusqu'au mois de juillet 43, où j'avais, par rapport aux autres, j'étais le l'aide de camp de cet homosexuel qui était là, prisonnier, et je suis resté dans la baraque, et j'avais à manger, je ne veux pas dire à profusion, mais au lieu d'avoir un bol de soupe, j'en avais 3, 4. Au lieu d'avoir un morceau de pain, j'avais 2, 3 morceaux de pain. Vous voyez, j'ai pas manqué. Et si vous voulez, et en plus de ça, j'étais protégé dans une baraque où je pouvais dormir, pas loin. Et c'est un peu ce qui m'a sauvé, qui m'a donné un deuxième brosseur pour. Vous avez guéri des typhus aussi. Oui. Et à ce moment-là, le ghetto a été abandonné par les Allemands. Eh ben, il était abandonné par les Allemands, puisque les Russes arrivaient, ils étaient pas loin de la Vistule, et qu'il fallait éliminer d'abord tous ceux qui ne pouvaient pas marcher, et on a gardé sur la route que ceux qui étaient valides et qui pouvaient faire la route. Vous êtes parti à pied? On est parti à pied. Nous avons fait Varsovie-Kovno. Kovno qui se trouve entre 100 et 110 km de Varsovie. Et nous avons fait ça en 3 jours de marche. 3 jours de marche. Et alors, vous voyez déjà la date, fin juillet, il faisait torride, sans manger, sans boire. Bon, mais ce serait trop long aujourd'hui, je crois qu'il y aurait pas assez de cassettes aujourd'hui pour enregistrer, parce que je peux vous dire qu'il y a eu plein d'aventures pendant ces 3 jours de marche, comment on a approché une rivière, et qu'on ne nous a pas laissé, que les SS ont fusillé les quelques-uns qui allaient pas goûter de l'eau. Et qui, en fin de compte, oui, mais c'était un peu... Et puis, l'idée m'était venue, puisqu'il y a de l'eau à côté, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de l'eau juste à côté. Et de ce fait, on avait creusé un trou à quelques mètres sur 1,50 m, près de 1,50 m de profondeur, pour avoir de l'eau qui suintait, pour pouvoir avoir un peu d'eau. Mais enfin, tout le monde a raconté cette aventure. Ici, combien sur ces routes? Eh bien, nous, on est partis 205... attendez, du camp, j'ai pas le chiffre exact, vous savez, je sais qu'on est parti avec, j'ose pas dire n'importe quel chiffre, hein, mais certainement entre 800 et 1000 personnes, et puis à partir de là, beaucoup sont restés sur la route, n'ont pas pu marcher, ont été éliminés, et il a fallu faire les 300 kilomètres pour arriver à trouver un train qui nous attendait pour nous emmener dans le camp de Dachau. Donc vous êtes parti à Dachau à ce moment-là. Nous sommes partis de Varsovie. L'intention des Allemands, c'est d'aller rejoindre le train qui n'arrivait que la ville de Kovno, à Kovno, pour rejoindre la ville de Kovno, je vous dis qu'il faisait quand même 3 jours de marche à 100 km, parce que le train ne partait que de là-bas. Alors on a rejoint ce train, et c'est ici qu'on nous a mis dans des wagons, mais alors pas des wagons fermés, dans des wagons plein air.
On nous a mis là-dedans et nous sommes allés directement dans le camp de Dachau. Et nous sommes arrivés au camp de Dachau, où on nous a gardés. Mais vous savez que le camp de Dachau n'est pas un camp d'extermination, c'est un camp d'internement. Et nous sommes restés là une 8aine de jours dans ce camp. Et c'est à partir de là qu'on nous a dispatchés tout autour de Dachau. Il y a plein de camps.